Introduction. Comment allez-vous? Les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. Paul Valéry. Nous allons tous très bien et nous sommes tous très contents de nous. Qui a des chances d'aller au ciel? Lorsqu'on posa cette question, c'était en 1997, à l'occasion d'un sondage réalisé aux États-Unis, les personnalités qui obtinrent le plus de réponses favorables furent Bill Clinton, 52%, Lady Diana, 60%, le basketteur Michael Jordan, 65%. Mère Teresa, avec 79%, fut celle qui récolta le maximum de réponses favorables. Le maximum? Pas tout à fait. À la question « Et vos chances à vous d'aller au ciel ?», il y eut 87% de réponses positives. Humour sur soi? En partie, sans doute. Mais on peut supposer que la plupart des réponses étaient évidemment sincères. Cette autosatisfaction sympathique est d'ailleurs bien connue en psychologie sociale. La plupart d'entre nous se sentent toujours un peu mieux que la moyenne. Ainsi, 90% des cadres et des professeurs d'université s'estiment plutôt supérieurs à la moyenne dans l'exercice de leurs fonctions. Plus de 96% des étudiants se placent au-dessus de ce qu'on présente comme la moyenne des qualités à posséder pour être quelqu'un de bien. La plupart des personnes s'estiment légèrement plus compétentes, plus intelligentes, plus agréables socialement que la moyenne des autres. Elles pensent mieux conduire, avoir meilleur goût, etc. Sur l'ensemble de ce genre d'études, 67 à 96% des personnes se surévaluent par rapport à leur pairs. Et cela en toute inconscience. La plupart des personnes estiment ne pas se surévaluer, mais jugent que la majorité des autres le font. Nul mépris pour autrui dans cette attitude. Elle ne nécessite pas que l'on rabaisse les autres. On ne les dévalorise pas, on se surévalue simplement. Donc nous sommes d'accord, je vais bien, je suis bien, vous allez bien, vous êtes bien. Et même mieux que les autres. Tout va donc parfaitement dans le meilleur des mondes. Pas si vite et pas si simple. Tout va bien, mais seulement lorsque la mer est calme. Tout d'abord, cette surévaluation de soi se manifeste davantage face aux tâches aisées que face aux tâches difficiles. Ainsi, vous estimez probablement que vous conduisez mieux que les autres sur terrain sec, mais sur une route verglacée, vous n'en êtes plus si sûr. Confrontés à des situations délicates, nous avons plutôt tendance à nous estimer un peu en dessous de la moyenne. Mais alors, que vaut une estime de soi qui s'effrite face aux difficultés? Autre problème, cette tranquille surestimation de soi peut se transformer dans certaines circonstances en amertume, mauvaise foi et hostilité. Si par exemple on fait échouer des personnes à des tâches présentées comme simples, ou si on leur fait croire qu'on les rejette, elles se mettent alors non seulement à douter d'elles-mêmes, mais aussi à dévaloriser les autres, à devenir plus intolérantes, plus rigides qu'elles ne l'étaient au départ. Les blessures de l'estime de soi nous secouent donc fortement. Parfois si fortement que nous ne pouvons nous empêcher de penser que cette autosatisfaction affichée, au calme et loin de toute difficulté, n'est qu'une fragile façade chez la plupart d'entre nous, qui se lézarde dès qu'on passe de la déclaration à l'action, du facile au difficile, du familier à l'inconnu, du calme à la menace, de la théorie à la pratique. Tempête sur l'estime de soi. Dès que la vie devient difficile, les insuffisances de notre estime de soi se révèlent impitoyablement. Chez les plus vulnérables d'entre nous, du fait de leur fonctionnement psychique ou de leurs difficultés sociales, personnes isolées, en précarité, chômeurs, ces failles de l'estime de soi ne pardonnent pas et alimentent alors de nombreuses formes de souffrance mentale. Lorsqu'on étudie de près le phénomène, on découvre un lien important entre les problèmes d'estime de soi et la plupart des troubles psychiques, qu'il s'agisse de manifestations dépressives et anxieuses, de recours à l'alcool,
de prise de drogue à l'adolescence, de troubles des conduites alimentaires. Le citoyen occidental moyen a-t-il vraiment une si bonne estime de lui-même? Rien de moins sûr. Miroir aux alouettes? Bonne, vraiment, l'estime de soi de ces personnes qui se voient et se disent si volontiers légèrement au-dessus de la moyenne? Comment expliquer alors ce besoin absurde de posséder des voitures plus grosses, plus rapides, plus luxueuses que nécessaire? Et une fois que nous les possédons, pourquoi cet irrésistible désir de les montrer ou de rouler plus vite qu'il n'est permis? Comment expliquer cette soumission à la mode qui nous fait trouver soudain ringard un vêtement encore quasi neuf et qui nous persuade qu'il faut en acheter tous les ans de nouveau? Comment expliquer ce besoin de posséder une foule d'objets inutiles, sinon par la conséquence de toutes ces flatteries de l'estime de soi des consommateurs que nous sommes? Parce que vous le valez bien, où vous voulez, quand vous voulez. N'avons-nous rien d'autre que ces flagorneries pour nourrir notre ego? Sommes-nous si faibles que nous ne sachions plus nous défendre contre la dictature de l'apparence, de la jeunesse, de la minceur que nous imposent magazines et marchands d'apparence? Ou sommes-nous trop imbus de nous-mêmes pour ne plus voir avec quelle facilité nous tombons dans ces pièges grossiers? Trop nombrilistes? Si l'on en croit les philosophes, les sociologues et autres politologues, nous étouffons peu à peu sous notre ego. L'individualisme toujours croissant de l'individu moderne nous conduirait à toujours plus de paresse, d'incivisme, de laxisme, de complaisance envers nous-mêmes. L'estime de soi ne serait-elle finalement que de l'égotisme et du nombrilisme, du narcissisme? Un sous-produit de l'irresponsabilité de sociétés qui, par leur violence ou leurs mensonges, fabriquent à la chaîne des individus persuadés qu'ils ne survivront que si leur valeur est supérieure à celle des autres. La valorisation de l'estime de soi déboucherait alors sur le culte du moi, au détriment des valeurs altruistes nécessaires à toute vie en société. Ces critiques ne datent pas d'hier. La préoccupation excessive de soi a toujours été considérée comme toxique pour la personne et la société. Voyez Pascal, le moi est haïssable. Ou Kant, l'amour de soi, sans être toujours coupable, est la source de tout mal. Alors, faut-il renoncer à son ego? Faut-il considérer comme toxique toute forme de réflexion sur l'estime de soi, toute tentative pour la cultiver, l'améliorer, la développer? Estime de soi ou obsession de soi? Si vous pensez trop à vous, c'est que vous y pensez mal. Peut-être sommes-nous en effet trop préoccupés de nos petites personnes. Mais peut-être surtout, nous y prenons-nous mal dans notre rapport à nous-mêmes. Tout d'abord, parce que nous nous laissons trop facilement gagner par des valeurs et des injonctions factices. Performance, abondance, apparence. Trois fléaux, et de nos sociétés et de nos psychismes. La performance. Il est normal de vouloir bien faire, mais pas de voir des challenges partout, de vouloir être un gagneur au point de s'en rendre malade. C'est la désormais classique fatigue d'être soi du sociologue Alain Ehrenberg. L'abondance. Il est normal de vouloir disposer d'un toit, de vêtements, de nourriture, mais pas d'acheter fiévreusement ou de rêver d'acheter tout ce que l'on nous agite sous le nez. L'apparence. Il est normal d'avoir du plaisir avec son corps et d'en prendre soin, mais pas de trembler à la moindre ride ou au premier cheveu blanc. Ensuite, parce que la place que prennent désormais la construction et le soin de nous-mêmes dans notre économie personnelle est devenue d'un coût exorbitant. Nous n'avons plus le choix de ne pas penser à nous face à une société où l'image est devenue si importante. D'où ce résultat? Notre ego est effectivement boursouflé, omniprésent, gavé de mauvaise nourriture dont il est devenu dépendant. Ce n'est sans doute pas un hasard si les troubles des conduites alimentaires, boulimie et anorexie sont si étroitement liés aux problèmes d'estime de soi. Et il est tentant de pousser encore plus loin la comparaison.
Il y a des boulimies de soi-même, des inflations de l'ego où l'on se remplit de soi, puis où l'on se vomit. Il y a souvent ensuite des anorexies de soi, où l'on se réfugie dans l'ascèse et la privation, où l'on croit se grandir et se renforcer en s'ignorant et en se maltraitant. Souffrances inutiles qui n'apprennent rien d'autre qu'à davantage souffrir et à mieux se punir. Retrouver le goût simple de soi. Nous verrons plus loin à propos des souffrances de l'estime de soi qu'un ego omniprésent est un ego qui va mal. La solution n'est donc pas de penser moins à soi, mais d'y penser différemment. D'autant, une fois de plus, que nous n'avons pas le choix. Nous avons un besoin vital d'estime de nous-mêmes, mais sans doute pas sous la forme qu'elle tend à prendre aujourd'hui. Nous allons nous attacher maintenant à comprendre comment vit et respire l'estime de soi, ce qui la déstabilise et ce qui la nourrit, ce qui l'entrave et ce qui la libère. Rapport à soi, rapport aux autres, rapport à l'action, nous aborderons tout ce qui compte pour l'estime de soi, pour le comprendre, puis le changer. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que l'on croit.